Et si la chute d'un seul homme pouvait ébranler toute une armée? Imaginez un instant, un général, une cible unique dont la capture risquerait de précipiter la débâcle d'un adversaire jusqu'alors invincible. C'est ce pari insensé que l'état-major osa tenter contre le général Cross, chef d'orchestre de la défense ennemie sur le front central. Cross n'était pas un officier ordinaire. Il était le cerveau, le stratège imprévisible, maître d'une guerre de manœuvre et d'une défense en profondeur qui rendait en chaque attaque sanglante et incertaine. Son aura magnétique, ses choix non conformistes, désarmaient en les plans les plus élaborés de ses adversaires. Sous sa coupe, l'ennemi tenait bon face aux assauts les plus féroces. Cross insufflait une cohésion nouvelle à ses troupes, anticipait chaque mouvement allié, imposait son rythme par des contre-attaques fulgurantes qui déjouaient toutes les doctrines classiques. Chaque décision portait sa marque, logistique ingénieuse, emploi audacieux des réserves, morale d'acier forgée par son autorité directe. Mais cette centralisation faisait aussi sa faiblesse. Tout passait par lui, chaque ordre, chaque réaction. Priver l'ennemi de Cross, c'était désarticuler son commandement, briser la chaîne de confiance et peut-être inverser le cours de la guerre en une seule nuit. Pour l'état-major, sa capture devint un impératif stratégique absolu. Sans Cross, l'adversaire serait privé de son guide, incapable de riposter efficacement. Mais la moindre erreur coûterait des centaines de vies et chaque tentative avortée renforçait la méfiance de l'ennemi. Pourtant, le risque égalait l'enjeu. Réussir, c'était ouvrir la porte à la victoire. Pourquoi tout miser sur un seul homme? Comment la disparition d'un général peut-elle faire vaciller une guerre entière? Pour saisir l'importance de cette mission, il faut revenir à la genèse du plan et aux méthodes qui ont permis d'envisager l'impossible. Voici comment l'idée de capturer Cross est née et comment elle s'est transformée en une opération d'une audace folle. Chaque étape du plan révèle jusqu'où les Alliés étaient prêts à aller pour bouleverser l'équilibre du pouvoir. Un cerveau singulier face aux doctrines classiques. Comment Cross bouleverse l'ordre établi. Pour saisir pourquoi le général Cross est devenu le pilier de toute la résistance ennemie, il faut revenir à ses choix radicaux. Sous pression, il rejette sans cesse les dogmes de l'école militaire occidentale. Son credo? L'intuition d'abord, l'asymétrie comme réflexe, l'imprévisibilité comme arme. Prenons un exemple historique. Lors de la bataille de Stalingrad, le général allemand von Paulus suivit à la lettre les consignes de Berlin, ce qui contribua à l'encerclement de la 6e armée. Cross, lui, aurait probablement rompu avec ces directives, préférant l'improvisation et la mobilité pour éviter le piège. Là où d'autres suivraient des schémas éprouvés, Cross improvise à chaque tournant. Ce refus des recettes toutes faites lui permet de transformer la dynamique du conflit. Après une succession de défaites écrasantes, c'est lui qui parvient à stabiliser le front. Jour après jour, il redonne espoir à ses troupes et, mieux encore, forge la conviction qu'aucun terrain n'est définitivement perdu. Ce qui sidère l'adversaire, c'est la souplesse extrême de son dispositif. Cross ne cherche pas la puissance de masse, il privilégie la mobilité, l'adaptation, le contournement. Il déploie des unités légères, frappe où on ne l'attend pas, puis se replie avant toute riposte. Ses contre-attaques, chirurgicales et audacieuses, contraignent sans cesse l'ennemi à défendre. Pour illustrer, rappelons l'exemple de la guerre de Corée, où le général MacArthur a mené un débarquement audacieux à Incheon, renversant la situation grâce à une manœuvre inattendue. Cross applique ce genre de stratégie, mais à une échelle encore plus fine, utilisant la surprise comme une arme systématique. Mais ce génie a un prix, la centralisation absolue du commandement. Cross concentre chaque décision clé entre ses mains. Il ne délègue que le strict minimum, verrouille la planification stratégique, fait de chaque opération une signature personnelle. Cette méthode galvanise ses hommes, mais crée aussi une dépendance totale à ses intuitions et son énergie. Les analystes le savent, capturer ou éliminer Cross, c'est bien plus qu'atteindre le chef. C'est décapiter l'intelligence opérationnelle, briser le moral et semer la confusion dans tout le dispositif adverse. Le pari est colossal, risquer une opération à très haut risque, mais espérer un impact décisif sur toute la campagne. Pourtant, chaque jour où Cross demeure aux commandes, l'attrition s'installe. Les pertes s'accumulent, les lignes stagnent, l'usure grignote la capacité à avancer. Laisser Cross libre, c'est accepter un conflit qui s'enlise et continue de coûter des vies et des ressources. Face à un tel adversaire, la solution militaire classique ne suffit plus. Son génie, protégé par la technologie la plus avancée et une vigilance obsessionnelle, rend toute approche frontale suicidaire. Prenons un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Lors de la bataille d'El Alamein, Rommel, surnommé le renard du désert, déjouait les plans alliés par des manœuvres imprévisibles.
Les Britanniques ont alors cherché à le neutraliser, sans succès, par des frappes ciblées et des opérations spéciales. La situation avec Cross rappelle ce genre de défi, où la personnalité d'un chef influe sur l'ensemble du front. Alors, comment percer la carapace d'un chef aussi insaisissable? Le choix est posé. Risquer l'opération la plus audacieuse de la guerre ou regarder Cross détruire, jour après jour, l'équilibre fragile du front. Mais qui aura le cran et la méthode pour inverser la donne? Le duel d'esprit s'engage bien avant le premier coup de feu. Dans l'ombre, la traque du général Cross n'est pas une simple chasse, mais une partie d'échecs mortels. Ici, l'ennemi ne craint pas nos chars, mais notre art de deviner ses intentions, de déjouer chaque ruse avant même qu'elle n'éclose. Tout débute par une chasse aux signaux invisibles. Les analystes de la cyberintelligence scrutent dans les ondes, repérant d'étranges échanges, des signatures numériques trop subtiles pour tromper l'œil exercé. Ce n'est pas la force brute qui ouvre la voie, mais la patience. Chaque bribe de données devient une pièce du puzzle menant à Cross. Mais la technologie seule ne perce pas tous les secrets. À ce stade, l'état-major mise sur l'imprévisible, l'humain. Dans les villages voisins, des agents infiltrés notent les anomalies du quotidien. Une commande de whisky irlandais, la marque fétiche du général, emprunte soudain une route détournée. Une livraison de vivres démesurés pour une simple garnison suscite l'alerte. Ces indices, minuscules mais révélateurs, sont collectés, croisés, jusqu'à dessiner une carte secrète de la présence de Cross. Pour donner un exemple concret, lors de la guerre du Golfe, les services de renseignement américains ont repéré la localisation de Saddam Hussein grâce à l'analyse de mouvements logistiques inhabituels, des convois de nourriture et de carburant convergeant vers une zone spécifique. Les méthodes employées contre Cross reprennent ce principe, adaptant les outils à la sophistication moderne de la guerre hybride. L'étau se referme lentement. Pour forcer la main du général, le centre d'opération choisit l'audace, provoquer un événement qui l'oblige à sortir de l'ombre. Un incendie contrôlé éclate en bordure du vieux sanatorium où se terre l'état-major ennemi. Tout s'accélère. Agents de sécurité sur les dents, caméras qui pivotent, silhouettes qui s'agitent. Soudain, une figure familière surgit, distribuant ses ordres. L'instant tant attendu se matérialise. Le visuel sur la cible est confirmé, le doute n'est plus permis. La tension monte, tangible. Chaque mouvement rapproche les agents de leur proie, mais accroît aussi le danger d'être découvert. Une seule alerte prématurée, et la mission bascule. L'échec coûterait la vie à des dizaines d'hommes, peut-être davantage. La prudence devient obsession, car toute la campagne suspend son sort à ce fragile équilibre. À ce stade, les stratèges se souviennent d'opérations historiques comme la tentative britannique d'éliminer Rommel en Afrique du Nord en 1943, l'opération Flipper, qui échoua de peu et coûta la vie à ses participants. Le souvenir de ces échecs pèse, incitant à la plus grande circonspection. Désormais, toutes les pièces sont en place. Un dilemme brûlant surgit. Tenter la capture immédiate ou neutraliser Cross d'un seul geste fatal? L'état-major affine son plan, prêt à frapper là où l'ennemi s'y attend le moins, sachant que le destin de la campagne entière repose sur cette décision. Mais dans l'ombre, une menace inattendue se profile. Cross n'est pas venu seul. Une ultime complication va bouleverser le plan, forçant chacun à improviser sous une pression extrême. Chaque seconde est une menace. Le moindre bruit, le plus infime éclat de lumière, peut signer la fin. Dans cette nuit dense, le commando n'a qu'une seule chance. Capturer vivant le général Cross, cerveau de la résistance, retranché au centre d'une forteresse bardée de multiples lignes de défense. Tenter ce coup revient à miser toute une campagne sur une poignée d'hommes. L'échec signifierait l'anéantissement. La réussite pourrait changer le cours de la guerre. 3 équipes prennent position, coordonnées au souffle près. La première s'enfonce dans la forêt, longeant les ombres pour éviter capteurs et rondes, guidés par des renseignements minutieusement récoltés. La deuxième verrouille le périmètre, prête à intercepter tout renfort. Un troisième groupe, en embuscade, synchronise l'approche de l'hélicoptère d'extraction, moteur rugissant à faible régime, guettant le signal d'assaut. L'infiltration ne dure que quelques brefs instants. Une intervention chirurgicale, silencieuse, sans qu'aucune alarme ne retentisse. En moins de 4 minutes, la garde rapprochée du général est neutralisée. Cross, face à ses assaillants, comprend qu'il n'a plus d'issue. Dans ses yeux, la peur rivalise avec la colère. Mais le plus dangereux reste à accomplir. L'alerte finit par se déclencher. Une pluie de tirs et de grenades explose autour du commando. Chaque pas vers la sortie est gagné dans la confusion, sous un rideau de fumée et de balles, alors que les forces adverses resserrent l'étau. La tension devient insoutenable. Chaque respiration pèse comme une condamnation possible.
Protégés par les fumigènes et une discipline sans faille, les soldats atteignent enfin la zone d'extraction. Les pales de l'hélicoptère martèlent l'air, tandis que la DCA crache ses rafales en direction de l'appareil. Le pilote, imperturbable, maintient son appareil en vol stationnaire le temps d'embarquer la dernière unité, crosse menottée et prostrée. Dans un grondement, l'hélicoptère s'arrache du sol, emportant l'équipe sous une pluie d'acier. En un seul coup, la structure de commandement ennemi s'effondre. La victoire semble acquise, mais la vraie bataille commence à peine. Que va révéler un prisonnier aussi stratégique? Que risque-t-on à garder en vie le cerveau de l'ennemi? Le commando a frappé fort, mais le sort de Cross pourrait bouleverser l'équilibre fragile des forces. Désormais, chaque décision prise autour de ce prisonnier va peser sur le destin de toute la campagne. La phase la plus redoutable débute. Briser la volonté du général Cross, désormais captif. Réputé pour sa maîtrise de soi, il découvre une solitude glaçante, coupée de tout contact, maintenu dans une routine froide et implacable. À chaque passage, ses geôliers sèment le doute, uniformes ennemis négligemment exposés, fragments de conversation murmurés, ou percent l'idée d'un abandon, message détourné qui laisse croire à son effacement du camp allié. C'est une guerre mentale, menée sans relâche. Cross lutte pour ne rien laisser paraître, mais l'étau se resserre. Les interrogateurs, méthodiques, pressent sans violence, exploitant chaque silence, chaque hésitation. Bientôt, ils décèlent les traces d'une opération secrète imminente, nommée Orage d'été, dont l'issue dépend entièrement de la résistance ou de la capitulation de Cross. Le sort de plusieurs dizaines de milliers de soldats, l'équilibre d'un front tout entier, repose sur ses choix. Doit-il préserver son honneur et condamner ses hommes, ou bien sacrifier ses principes pour tenter de sauver des vies? Le dilemme est vertigineux, et l'angoisse finit par fissurer sa détermination. Jour après jour, l'isolement le mine. Les images de ses troupes promises au massacre hantent ses nuits blanches. À bout, Cross cède. Il confie des informations cruciales, codes, itinéraires, faiblesses logistiques. Ce geste change tout. L'attaque Orage d'été est prise de court. Les forces ennemies, privées de commandement, sont balayées avant même de pouvoir réagir. En moins d'une semaine, l'adversaire perd sa cohésion. Ses principales unités encerclées, la résistance s'effondre. Rien n'était acquis. Un faux pas, une parole de trop, et l'ennemi aurait pu reprendre l'avantage, bouleversant l'issue de la campagne. Mais la victoire psychologique, arrachée au prix d'une compréhension fine de l'âme humaine, déclenche une cascade d'événements irréversibles. Pourtant, derrière cette victoire implacable, une question demeure. Jusqu'où peut-on aller pour vaincre un adversaire sans perdre son propre camp? Ce n'est pas la force brute, mais l'intelligence humaine qui oriente le destin des guerres. En capturant le général Cross, cerveau tactique de la résistance américaine, l'état-major a foudroyé la colonne vertébrale de l'adversaire. La victoire n'a pas été arrachée par la supériorité numérique ou technologique, mais par la précision chirurgicale et la lecture aiguë de l'esprit ennemi. Derrière chaque ligne de front, chaque blindé, chaque drone, il y a une volonté, une intuition, une décision humaine. Cross n'était pas un simple pion. Il incarnait l'audace, l'initiative et la confiance de ses troupes. Son extraction a laissé des milliers de soldats sans repère, incapables de coordonner leurs efforts ou de réagir à l'assaut. Cette opération éclaire une vérité cruciale. Négliger la dimension humaine du commandement condamne toute stratégie, aussi brillante soit-elle. Une armée, même bardée des systèmes les plus avancés, reste vulnérable dès lors que l'esprit qui la guide vacille. Prenons l'exemple de la guerre du Vietnam. Après la mort du général Nguyen Van Thieu, la désorganisation au sein des forces sud-vietnamiennes a précipité la chute de certaines provinces. L'absence d'un chef charismatique a pesé lourdement sur le moral et la cohésion. Le succès s'est construit sur quelques choix silencieux, la patience et la capacité de déceler ce qui échappe au regard. C'est cette analyse psychologique et non la violence qui a permis de renverser la situation, épargnant des milliers de vies et bouleversant durablement l'équilibre des forces. À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse la guerre, une question persiste. La victoire dépend-elle encore, avant tout, de la faculté à comprendre et neutraliser les cerveaux dirigeants? L'exemple du général Cross esquisse un futur où la guerre des intelligences primera sur celle des machines. Pourtant, l'histoire regorge d'avertissements. En 1942, la capture du général Cripe par les commandos britanniques en Crète désorganisa temporairement la garnison allemande, mais la résistance locale dut affronter une répression féroce. Chaque opération de ce type n'est jamais exempte de conséquences imprévues. À l'ère des guerres hybrides, neutraliser un chef ne suffit pas toujours. Il faut aussi penser à l'après, à la reconstruction du commandement ennemi, à la gestion des réactions secondaires.
Pratiquement chaque armée devrait aujourd'hui renforcer la résilience de cette structure, former des commandants adjoints, établir des protocoles de succession, multiplier les canaux de communication sécurisés. Ainsi, priver l'ennemi de son chef ne provoquerait pas l'effondrement total, mais seulement une perturbation temporaire. Les stratèges modernes l'ont compris, la guerre des chefs est aussi une guerre contre le temps. Plus vite on neutralise l'esprit adverse, plus on limite les dégâts. Mais il reste crucial d'anticiper l'impact psychologique sur ses propres troupes, de préparer le terrain pour éviter la revanche ou la radicalisation de l'ennemi orphelin de son leader. En conclusion, l'opération contre le général Cross démontre que le facteur humain demeure au cœur de toute victoire véritable. C'est l'intelligence, la ruse et la capacité à s'adapter qui forgent l'issue des conflits. N'oublions jamais, derrière chaque plan, chaque victoire, chaque défaite, se cache la force ou la faille d'un homme. Et parfois, il suffit de faire tomber ce seul pilier pour qu'un empire tout entier vacille. La question reste en suspens. Dans la guerre de demain, qui saura anticiper le prochain cross, et sera-t-il possible, un jour, de gagner sans jamais dépendre d'un seul homme ?